Hélène Guillemot est physicienne de formation, qu'elle a été journaliste scientifique et qu'elle est aujourd'hui historienne et sociologue des sciences au Centre Alexandre Coiré. Merci. Oui, donc je vais maintenant aussi parler de la confiance dans la question du changement climatique, mais davantage peut-être d'un point de vue de sciences sociales. Donc, comme on vous a dit tout à l'heure, avec Jean-Louis Dufresne qui est ici, nous avons participé ensemble avec quelques autres chercheurs à un programme sur la confiance dans la question du changement climatique, un projet ANR qui s'est terminé en fin décembre 2014. Et dans ce projet, nous étudions différents aspects de la confiance dans la question du changement climatique. Alors, Jean-Louis vous a parlé de la confiance des climatologues dans leurs modèles et dans leurs simulations que nous avons étudiées à la fois d'un point de vue donc, des sciences du climat et d'un point de vue des sciences sociales. On a aussi mentionné la confiance des scientifiques d'autres communautés envers les sciences du climat. C'est un point assez important dont je reparlerai à la fin. La confiance, évidemment, essentielle, puisque la question du changement climatique est un problème hautement politique. Donc la confiance essentielle dans les rapports entre sciences et politique, et donc dans l'expertise du GIEC, la confiance du public envers les sciences du climat, il y a tous ces aspects, mais là, je ne veux pas énumérer ces différents aspects. Je voudrais prendre un petit peu de recul et me poser la question de comment envisage-t-on la question de la confiance dans le problème du changement climatique ? C'est-à-dire, en fait, la façon dont on se pose une question en sciences sociales, ce qu'on appelle le cadrage, c'est-à-dire la façon d'aborder un problème, la façon de le définir, comment dirais-je, conditionne en grande partie les solutions à ce problème. Donc, dans le cas du changement climatique, la façon dont on se pose cette question de la confiance dépend du cadrage du changement climatique, de la façon dont on définit ce problème du changement climatique. Alors, le problème du changement climatique, il a été défini depuis l'origine, c'est-à-dire, disons, depuis la création du GIEC en 1988 et de la Convention cadre de l'ONU sur le changement climatique en 1992. Il a été défini comme un problème global, un problème d'environnement, de pollution par les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, sa solution réside dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau global, défini par des traités internationaux au niveau de l'ONU qui décident du partage de ces réductions entre les pays. Alors, les sciences du climat, dans cette question, jouent un rôle absolument central. D'abord, ce sont bien entendu les scientifiques du climat qui ont lancé l'alerte du changement climatique. Ce sont eux qui produisent un diagnostic dans les rapports du GIEC dont on a parlé. Alors, pas seulement les scientifiques du climat. Hein. Le rapport du GIEC, il y a d'autres groupes que les sciences du climat. Il y a des gens qui étudient les impacts, qui étudient les solutions, mais ce sont des scientifiques. Et les sciences guident aussi les solutions. Donc, par exemple, les indicateurs tels que la température globale à ne pas dépasser, le budget de CO2, les concentrations d'équivalent de CO2, tout ça, ce sont des paramètres qui sont donnés par les sciences. Alors, quel est le rapport entre science et politique dans cette question du changement climatique ? C'est un rapport qui prétend obéir à ce qu'on appelle le modèle linéaire de relation entre science et politique. Selon ce modèle, la science fournit des connaissances, des résultats, des faits, et la politique s'appuie sur ces faits pour prendre des décisions. Et selon ce modèle, science et politique sont séparés, ils sont complètement étanches. C'est la condition pour laquelle la science est considérée comme légitime pour servir de base à l'action politique. Alors, c'est ce modèle que revendique en fait le GIEC quand il publie tous les 5 à 7 ans les épais rapports d'expertise et quand il énonce à travers des résumés pour les décideurs un consensus scientifique qui est considéré comme nécessaire pour fixer les objectifs politiques. Et le GIEC prétend donc revendique de fournir des informations pertinentes mais non prescriptives aux politiques selon donc le modèle linéaire.
Alors en réalité, bon, en sciences sociales, des chercheurs ont montré que le modèle linéaire ne fonctionne pas ainsi, ou plus exactement que la réalité n'est pas exactement conforme à ce modèle qu'on peut dire idéal, si on veut, puisque toute expertise, et le GIEC notamment, mêle inévitablement science et politique, puisqu'elle sert un petit peu d'intermédiaire, si on veut, entre les deux pour aller vite, que les frontières, donc que les liens entre science et politique sont plus complexes, que les frontières sont plus mouvantes. Et par exemple, pour prendre cet exemple, dans les résumés pour décideurs, les résumés pour décideurs sont ratifiés ligne par ligne par vote des représentants nationaux dans des assemblées onusiennes. Donc ce sont vraiment des résumés qui doivent être légitimes à la fois d'un point de vue scientifique et d'un point de vue politique. Ça ne veut évidemment pas dire que ce sont les politiques qui votent la science, ça va de soi, ça veut simplement dire qu'ils doivent ratifier, accepter les résultats. Mais ça donne néanmoins lieu à des marchandages, enfin des discussions où le politique joue un certain rôle. Un autre exemple, c'est la limite des 2 degrés. La hausse de 2 degrés qu'on ne doit pas dépasser par rapport à la température moyenne terrestre pré-industrielle. Cette hausse n'est pas fixée absolument entièrement par les sciences. C'est le résultat d'une coproduction, si on veut, d'un travail à la fois scientifique et politique, et c'est ainsi qu'elle acquiert à la fois une légitimité politique et scientifique. Donc, on peut considérer que le modèle de la coproduction concurrence un peu ou est peut-être plus, plus conforme à ce qui se passe que le modèle linéaire. Alors, non seulement ce modèle linéaire ne reflète pas exactement la réalité, mais des chercheurs en sciences sociales ont montré qu'il pouvait en fait aboutir un petit peu au contraire de ce qu'ils prétendaient atteindre. C'est-à-dire qu'en fait, en prétendant séparer, maintenir bien indépendants la science et la politique, il les rend en réalité encore plus dépendantes l'une de l'autre. Parce que quand la science devient l'autorité suprême qui justifie la décision, eh bien, elle se voit immédiatement chargée du poids des enjeux politiques. Si on veut, elle est exposée à des pressions. Et en cherchant un accord fondé sur un consensus scientifique, un accord politique qui résulterait, qui serait légitimé par un consensus scientifique, en réalité, disent certains chercheurs en sciences sociales, on ne parvient qu'à déguiser des désaccords politiques en dissensus scientifique. Cela dit, malgré ces différentes critiques que je vous expose, mais qui ne sont pas extrêmement publiques, qui restent un petit peu académiques, disons, malgré ces critiques, le modèle linéaire est extrêmement solide. Les acteurs tiennent énormément à la justification des politiques par des vérités scientifiques indépendantes. Et de façon générale, les scientifiques eux-mêmes sont très attachés à ce modèle parce que, d'une certaine manière, ils protègent un peu leur autonomie. Et dans le cas du climat, au-delà même des scientifiques, ce modèle linéaire est soutenu et porté encore beaucoup plus largement par plusieurs communautés, au niveau international comme national, ou nationaux dans plusieurs pays. On a, pour défendre donc ce cadrage, une forme d'alliance entre des scientifiques du climat, les instances de l'ONU, mais aussi des ONG d'environnement, et même l'Union européenne qui défend beaucoup ce cadrage et ses objectifs. Et il faut remarquer à ce sujet d'ailleurs que de ce point de vue, le changement climatique se trouve dans une situation un peu différente d'autres situations de risques sociotechniques où, comme mettons le nucléaire, les OGM, les pesticides, la biologie de synthèse, enfin toutes sortes de questions de risque où on constate qu'existe parfois une forme d'affrontement entre une expertise officielle d'un côté et puis peut-être parfois de l'autre, une contre-expertise ou bien des environnementalistes et la société civile. Dans certains cas, les choses se présentent de cette façon un petit peu antagoniste. Dans le cas du climat, on a une configuration différente puisque ceux qui ont lancé l'alerte sont des scientifiques du climat, donc dans les années 70-80 surtout,
Et les écologistes, les ONG environnementales par exemple, c'est ce qu'on voit sur cette photo, sont les alliés de cette expertise, la soutiennent, et ceux qui contestent l'expertise sont également des scientifiques mais non climatologues. Donc on a une configuration assez spécifique où tout le monde se réclame de la seule autorité de la science, ce qui est une raison qui confère un peu une certaine force à ce modèle linéaire. Alors, du fait de ce rôle de la science absolument central dans cette question du changement climatique et dans ce cadrage, eh bien, on a un certain nombre de conséquences. Alors, un effet de ce modèle linéaire et de ce cadrage et du rôle central de la science, science first, comme disent les Anglais, c'est que la connaissance et la diffusion de la connaissance sont jugées absolument essentielles, avec en particulier l'appropriation des résultats scientifiques par les politiques, mais aussi par le public, qui est jugée très importante, considérée même éventuellement parfois comme gage de succès dans le passage à l'action politique, parce que le public convaincu de la réalité de la menace est supposé peser sur les décideurs politiques pour faire adopter des politiques. Et donc dans ce modèle aussi, évidemment, un obstacle, ce sont les climato-sceptiques, puisqu'ils instillent des doutes. Les marchands de doutes, vous avez sûrement entendu parler de ce livre d'Oreskes et Conway, qui parle des climato-sceptiques américains. Donc, c'est un problème majeur dans un cadrage où la connaissance et l'appropriation du public sont considérées comme essentielles. Or, on pourrait faire remarquer que les climato-sceptiques jouent un rôle politique probablement important aux États-Unis, beaucoup moins en Europe et en France, par exemple. Alors, cette conception toujours centrée, où la science joue un rôle absolument essentiel, induit une focalisation du débat public sur la science, beaucoup plus que sur les aspects politiques et économiques. Par exemple, le processus de Kyoto a été présenté comme découlant directement du consensus des sciences du climat. Et en raison de cette focalisation, toute critique de la politique du climat, de l'expertise, de l'importance de la question climatique ou même de ce cadrage, est soupçonnée de fournir des munitions, si on veut, aux camps sceptiques, ce qui amène une certaine polarisation, bipolarisation du débat, qui se focalise sur la science et occulte un petit peu les débats politiques ou économiques, par exemple sur les raisons de l'échec. Comme si finalement, à partir du moment où public et politique seraient convaincus du diagnostic scientifique, tout le reste suivrait naturellement et le plus gros serait fait. Alors, je caricature un petit peu le cadrage, disons, dominant ou hégémonique qu'a été celui du changement climatique pendant un certain temps. Alors, tout ça, toute cette façon de voir a été ébranlée à la COP, conférence climat de Copenhague en décembre 2009, dont vous avez certainement beaucoup entendu parler. On voit là les principaux chefs d'État qui étaient réunis. Bon, cette COP a été généralement considérée comme un échec, en tout cas par rapport aux espoirs qui avaient été entretenus. En tout cas, cette COP a contribué donc à mettre en cause le cadrage, la manière de voir le changement climatique, non pas à cause des critiques que j'ai mentionnées tout à l'heure, mais justement à cause de cet échec du régime, au sens où depuis plus de 20 ans, malgré la succession des rapports du GIEC, malgré le consensus, malgré de plus en plus fort, malgré un diagnostic de plus en plus alarmant, etc., on assiste à des négociations qui n'avancent pas beaucoup et des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre qui s'envolent, qui ne cessent d'augmenter. Donc, on constate un écart grandissant entre des objectifs scientifiques et les émissions de gaz à effet de serre. Et il est devenu tout à fait clair que le consensus scientifique ne suffit pas à susciter l'accord politique. D'où la question qu'on a beaucoup entendue après ce constat d'échec qui est maintenant, et d'écart grandissant qui est maintenant assez largement partagé. Si on sait
pourquoi n'agit-on pas? Pourquoi on n'agit pas? Bon. Alors, il y a eu des explications, par exemple en termes de dissonance cognitive. Alors, il y aurait une forme de schizophrénie, enfin de dissonance entre une conscience, mais on ne voudrait pas admettre parce que la vérité serait trop difficile, etc. Alors, il me semble, et évidemment je ne suis pas seule, enfin il me semble à un certain nombre de chercheurs en sciences sociales que utiliser des explications un peu de psychologie sociale, par exemple comme la dissonance cognitive, c'est toujours rester dans ce cadrage selon lequel la connaissance scientifique est supposée entraîner l'action. Or, en fait, dans la plupart des questions politiques, quand on y pense, c'est absolument pas comme ça que se pose la question. Une connaissance particulière n'est pas censée entraîner directement une action politique. On le voit si vous pensez à n'importe quelle question politique, par exemple de politique étrangère, c'est pas parce que vous avez connaissance de quelque chose qui s'ensuit une action déterminée. Les choses sont beaucoup plus complexes. Et bien de même, dans le cas du changement climatique, la difficulté à trouver des accords et de réduction d'émissions ne relève pas tellement d'une insuffisance de connaissances ou d'une insuffisance de confiance du public, elle relève tout simplement de questions de différences d'appréciation quant aux priorités, quant à la gravité du problème, de rapports de force, d'enjeux industriels, de souveraineté, d'intérêt, de croissance évidemment des pays émergents, etc. Autrement dit, de raisons essentiellement économiques, géopolitiques et de développement. Donc, autrement dit, en gros, depuis la COP de Copenhague et les COP suivantes, Cancun et Durban, eh bien, on a un changement de cadrage, si on veut, c'est-à-dire certains parlent même de changement de paradigme, et on a abandonné l'approche dite top-down d'objectifs quantifiés assignés par le haut et devant être partagés entre les États, pour une approche dite bottom-up, où les États donneraient des engagements volontaires de réduction des émissions. Et on a donc changé de cadrage au sens où ce qui était censé, le diagnostic scientifique qui fournissait donc des objectifs top-down et qui était censé en quelque sorte transcender les intérêts nationaux, économiques, etc., eh bien on s'est aperçu que finalement, il n'est pas sûr que le changement climatique, enfin on s'est aperçu, disons qu'on commence à se demander si vraiment, est-ce qu'il est sûr que le changement climatique impose un futur commun en effaçant les antagonismes, ou est-ce qu'il ne révèle pas aussi des intérêts contradictoires, à la fois quand il s'agit de remédier à ces causes, et donc ça c'est la réduction des émissions, et à prendre en main ses conséquences, c'est l'adaptation. Donc si je reviens maintenant un peu sur la confiance, donc la confiance du public dans la façon d'envisager le changement climatique à l'origine était absolument essentielle, puisque la sensibilisation au consensus était vue un petit peu comme nécessaire à l'action politique, avec donc cette focalisation sur l'appropriation de la connaissance. Alors évidemment qu'il est essentiel que le public ait confiance, etc. Mais d'une part, c'est absolument pas suffisant. Bon, c'est ce qu'on vient de voir. Et d'autre part, il arrive, il faut le dire, assez souvent que des décisions soient prises en politique sans qu'il y ait forcément soit une confiance, soit un consensus du public. Bon, il y a eu un tas d'exemples. Et surtout, eh bien, la confiance ne repose pas tant dans la compréhension des résultats scientifiques que dans la confiance dans les institutions. Alors oui, je n'ai pas dit, mais bon, avec ce changement de cadrage, se pose la question d'un changement peut-être de rôle pour l'expertise et la science du climat. Voilà. Donc la confiance du public repose sans doute plus sur confiance envers les institutions qu'une confiance envers les résultats. Contrairement à ce qu'on croit souvent, il existe une grande confiance des citoyens envers les institutions scientifiques de recherche et les scientifiques. Ce n'est pas forcément le cas pour les innovations ou pour la technologie, mais pour la science, on mesure souvent dans les enquêtes une grande confiance de la part des citoyens, ce qui veut absolument pas dire que le public comprend
ou connaît. On voit bien là que Tintin dit à l'astronome « Je vous crois sur parole, monsieur l'astronome », mais n'a absolument pas l'intention de vérifier les équations qu'on lui jette à la figure. Par contre, il a parfaitement confiance dans les institutions et dans la grandeur des dispositifs. Donc, de la même manière, dans beaucoup de domaines, c'est les institutions, la confiance dans les institutions est essentielle, et entre autres, par exemple, la confiance dans la crédibilité du GIEC. Et de fait, le GIEC a été plusieurs fois réformé, suite à des critiques à la fois internes et externes, pour améliorer sa crédibilité, à la fois sur le plan politique, par exemple en intégrant une plus grande représentation des pays en développement, et sur le plan scientifique en changeant un peu ses procédures. Alors pour prolonger cette question de la légitimité institutionnelle, qui est très importante, je vais finir en revenant sur un aspect de la confiance que j'ai mentionné au début et qui est également importante, c'est la confiance des scientifiques d'autres communautés vis-à-vis des climatologues. Alors, on sait que pour n'importe quel chercheur, la reconnaissance de la chercheur scientifique, la reconnaissance de la scientificité de son domaine par les autres sciences, par les autres communautés, est absolument essentielle. Or, c'est sur ce terrain de la légitimité que les chercheurs du climat ont été mis en cause dans un livre de Claude Allègre, qui est un géophysicien et qui est un peu la tête de file des climato-sceptiques, un livre paru en 2010 qui s'appelle « L'imposture climatique ». Et ce livre ne se contentait pas de critiquer les modèles ou la réalité du changement climatique, mais visait la légitimité des sciences du climat, la compétence et l'honnêteté des climatologues, et les traitait plus ou moins de charlatans, pour dire les choses. Bon. Alors, en réaction à ces attaques, des centaines de chercheurs en sciences sociales ont adressé en avril 2010 une lettre ouverte à leur tutelle, où ils demandaient la reconnaissance, non pas de la véracité de leurs résultats, bien sûr, mais de la légitimité de leur science. Parce que des ministres ne sont évidemment pas habilités à dire la vérité scientifique, mais ils le sont par contre habilités à dire qu'une science ou une discipline est légitime sur le plan institutionnel. Alors on pourrait s'étonner un peu que des climatologues qui ont a priori un rôle vraiment important socialement, ressentent cette forme de fragilité ou de vulnérabilité de leur domaine, mais c'était le cas, probablement en raison d'une institutionnalisation plus récente, de rivalité avec d'autres disciplines, par exemple au sein de l'Académie des sciences, et aussi en raison de contraintes d'expertise très très lourdes et d'une exposition politique. Pour justifier cette lettre ouverte qui a été un peu mal comprise parfois, certains climatologues qui étaient à l'initiative de cette lettre ont publié une tribune dans le quotidien Le Monde où ils expliquaient un petit peu leur démarche. Et ils expliquaient qu'ils entendaient montrer que leur communauté fonctionne avec la même rigueur et avec les mêmes critères que les autres domaines scientifiques tels que la physique, la chimie, etc. Et ils voulaient également dénoncer l'instrumentalisation et la confusion entre chercheurs écologistes et politiques. Donc on voit bien là qu'il s'agit de défendre un domaine disciplinaire, en particulier vis-à-vis d'autres communautés scientifiques. Il faut dire en effet que il existe parfois chez certains scientifiques non climatologues une certaine méfiance envers ce domaine, et notamment envers un modèle de climat pour différentes raisons. Pas le temps d'exposer. Donc, si les attaques en question ont inquiété les climatologues, c'est moins pour l'impact de la négation du changement climatique, l'impact médiatique, qu'à cause d'un soupçon porté sur leur discipline qui risquait de miner la confiance et la reconnaissance de la communauté scientifique en général. Donc voilà, c'est un autre aspect de la confiance qui est souvent sous-estimé, mais voilà, moi je vais finir ici. Merci.